Après avoir réalisé une vidéo qui concernait donc comment pouvait-on classifier les bactéries, hein, les bactéries étaient nécessairement, je veux dire, classifiées suivant leur forme, et on pouvait mettre en évidence leur forme, bien sûr, avec les colorations de Gram. Gram, voilà, grâce à ces colorations-là, on pouvait voir les formes, du moins externes, des bactéries, donc savoir les classifier, savoir de quel type de bactéries ou de quel groupement de bactéries on avait affaire. La classification se faisait suivant les coques. Hein, on avait les simples coques, les diplocoques, les tétrades, les sarcilles, streptocoques et staphylocoques. Bon, donc les coques, c'était la famille des coques. Bon, j'avais montré dans cette vidéo-là les différentes formes ainsi que leur division, comment elles s'effectuaient, leur division pour proliférer. Je parle ici en tant que bactéries pathogènes. Autre chose, il y avait d'autres formes. L'autre forme, c'était les bacilles. Les bacilles qui étaient des espèces de bâtonnets. Voilà, on retrouvait les simples bacilles, les simples bâtonnets, comme on retrouvait des bâtonnets à parier, qu'on peut appeler des bacilles diplobacilles. Alors on avait les streptobacilles qui étaient en chaîne ou en chaînette. Et puis il y avait les spirilles. Les spirilles, là c'était des espèces de bâtonnets, mais retournés. Voilà. Voilà. Avec on peut avoir des petites queues à la fin, bon, on pouvait les distinguer. Donc, ce qui veut dire qu'on pouvait classifier au travers des formes des bactéries, le type de bactéries que l'on avait en présence. Voilà. Ici, cette vidéo va concerner la transmission des bactéries pathogènes. Comment elles peuvent se transmettre, bien sûr, à un être humain. Je ne parle pas des animaux. Hein. Je parle des êtres humains ici. Tout d'abord, ici, l'être humain, il est doté d'un appareil respiratoire. Et donc, il a un système respiratoire. Comme vous pouvez le constater, le système respiratoire commence à partir de la bouche. Hein, il commence à partir de la bouche. Voilà, et puis il y a une entrée dans la bouche à travers là il y a le larynx, il y a le pharynx. On retrouve ici la trachée. Voilà, le larynx, le pharynx, la trachée, les bronches ici, on a les bronches. Hein. Et ça devient de plus en plus petit. Puis on retrouve les bronchioles, des petites bronches. Hein. Les bronchioles. Voilà, pour finir en alvéole pulmonaire. Oui. Donc ici, la structure, en gros, bien sûr, en gros, je ne vais pas au détail, hein, parce qu'on peut descendre beaucoup, énormément au détail. Ici, le but, c'est pas de descendre au détail. Hein. On peut à chaque étage détailler, mais ici, bon, c'est une représentation succincte, non détaillée. Et bien sûr, ici, il y a tout un ensemble aussi, voilà, que je pourrais, on peut commencer par le nasopharynx, on a le palais dur, le palais mou, la luette, la petite luette voilà, qu'on a dans la gorge. On a l'épiglotte, et puis le laryngopharynx, et puis on a le larynx, pour arriver bien sûr. Il y a d'un côté le sphincter œsophagien, voilà, et puis de l'autre côté on a l'œsophage. Il y a deux tuyaux. Hein. Bon, bah ici, quand on regarde bien le corps humain, il y a deux tuyaux. C'est deux tuyaux qui ressortent comme ça.
parce qu'on a la trachée, mais ça c'est pour le système respiratoire. Mais il y a un deuxième système, voilà, quel système digestif. Le système digestif, toujours par la bouche, on mange par la bouche, bien sûr, et ça sort par l'anus. Bon, et la bouche à l'intérieur, c'est voilà, au niveau buccal. Je ne sais pas si on voit. Oui. Donc on a une entrée, bien sûr, par la bouche, et on a une sortie par l'anus. Il y a des alimentations, l'alimentation va rentrer par la bouche et va ressortir par l'anus, logiquement. Pour quelqu'un de sain, parce que quelqu'un de malade, il peut ressortir par des sacs. Hein. S'il est malade, il peut ressortir par des sacs. Voilà, c'est un problème de, voilà, du niveau du côlon, ou quelque chose comme ça, au niveau de l'intestin, s'il a des problèmes, on peut ressortir via des sacs. Bon, ben, ça, c'est la voie liquide, hein, bien sûr, et la voie, enfin, la voie solide. Et en partie liquide aussi, mais il y a un autre canal aussi pour les liquides, hein, qui va passer par la vessie, le rein, etc. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle le système digestif. Mais bien sûr, le rein ne fait pas partie du système digestif. Hein. Mais malgré tout, c'est quand même une sortie liquide, c'est ça que je veux dire. On aura une sortie solide, en partie solide et en partie légèrement liquide, et une sortie purement liquide avec des petits composés solides à l'intérieur. Voilà, c'est le système urinaire. Le système urinaire. Voilà. Bon, donc ici, on a le système digestif. Donc on a l'œsophage, en gros, encore une fois, hein, en gros, ça passe par l'estomac, les aliments passent par l'œsophage, ça descend, bien sûr il y a le larynx, oui, je me trompe pas, oui, le larynx, parce que c'est toujours avant tout le larynx, avant le pharynx, hein, c'est d'abord larynx et puis pharynx, voilà, et puis, mais le pharynx, trachée, bronchiole, bronche, alvéole. Bon, ici, c'est, on rentre dans la bouche et puis on passe par l'œsophage pour aller dans l'estomac. Enfin, pour aller, qui? Les aliments, c'est les aliments. Mais les aliments, qu'est-ce que c'est? C'est des solides, liquides et protides. C'est des sucres, des graisses et des protéines. Qui forment un tout. Qui va être décomposé, bien sûr, en nutriments, solides, liquides, protides. Pour qui? Pour le corps. Mais qui est le corps? C'est tous les éléments constitutifs du corps, c'est-à-dire pour alimenter les cellules du corps, toutes les cellules du corps. Donc toutes les cellules du corps ont besoin de solides, liquides, protides. Donc, mais au départ, quand on mange en gros. Et puis il y a le broyage au niveau des dents, ben, on fait déjà une première transformation. C'est une première transformation. On rentre, les aliments rentrent dans l'estomac pour faire une seconde transformation. Il y a toujours un broyage qui se fait. Voilà. Mais ici, le système respiratoire, ben, on apporte l'oxygène nécessaire grâce à l'air qui se trouve sur la planète Terre. On a de l'air, mais dans l'air contient de l'oxygène. À 20% d'oxygène, bien sûr, et 80% c'est de l'azote. Hein. Voilà. Donc 80% c'est de l'azote, mais 20% c'est de l'oxygène. Et justement, l'être humain il a besoin de respirer, il a besoin d'oxygène. Et il a un système justement qui permet de respirer. Donc il va respirer de l'air, l'air qui va rentrer, bien sûr tout au long, il y a des filtrations, hein, tout au long de l'entrée d'air, il va y avoir des filtrations
de l'air pour arriver aux alvéoles et puis être transmis voilà, au sang, et du sang va passer, va oxygéner toutes les cellules du corps. Encore une fois, qu'est-ce qui est oxygéné? C'est toutes les cellules du corps qui sont oxygénées. L'O2, c'est pour qui? Toutes les cellules du corps. Ce qui veut dire que s'il y a une partie du corps qui n'est pas oxygénée, ben, le corps, là, cette partie qui n'est pas oxygénée peut pourrir et créer une gangrène. On a un pourrissement des tissus qui va créer une gangrène, puisqu'il n'y a plus d'oxygénation correcte. Donc ça veut dire que pour un corps sain, ben, il doit respirer correctement. Alors, généralement, on va pour bien respirer, on va là où il y a une respiration de qualité, notamment en journée dans les bois, parce qu'il y a la photosynthèse. Pendant la photosynthèse en journée, dans les bois, où là il y a des plantes vertes, mais on a de l'oxygène. Parce qu'il y a deux phases, hein. Photosynthèse et la phase, je veux dire, en journée, mais là il y a la phase obscure. Il y a deux phases. Et la phase en journée, ben, il y a beaucoup d'oxygène qui ressort. Donc aller dans un bois la journée, c'est bon. Maintenant, n'allez pas dans le bois dans la nuit parce que il y a plus de CO2, enfin il y a beaucoup de dégagement de CO2. En phase obscure, c'est beaucoup du CO2. Bon, ça veut dire que un bois il respire, hein, il respire. Ça veut dire qu'en journée, ben, il refoule de l'oxygène et en nuit, il refoule du CO2. C'est un peu l'être humain. Quand il aspire de l'air, ben, il aspire de l'air. Voilà, tout est filtré bien sûr dans l'air. À moins qu'il travaille dans un environnement, je veux dire, polluant, mais à ce moment-là, il y a des masques. Masque à poussière, masque à solvant, masque à peinture, masque à virus, masque à bactéries, masque. Voilà, ça dépend dans quel environnement il travaille. Dans un environnement de travail, ben, il doit se protéger au niveau de la respiration. Et si, bien sûr, s'il rentre dans l'eau, il ne saura pas respirer. Donc à ce moment-là, il faut mettre un masque. Il va mettre un masque à oxygène s'il fait une respiration avec des bonbons à oxygène. Donc maintenant, pour quelqu'un qui ne sait pas respirer, ben, il aura une aide par un masque qui va lui apporter de l'oxygène. Bon, ici, on a l'entrée de l'oxygène par la bouche, bien sûr. L'oxygène est conduit via des conduits. Le premier conduit, bien sûr, il y a la bouche, il y a tout le système de la bouche ici qui servira de conduit d'oxygène vers la trachée. Vers la trachée. Attention que je vous ai dit, il y a deux tuyaux. Il y en a un dans le système, un pour le système respiratoire qui est la trachée, l'autre l'œsophage, hein, pour le système digestif. Donc il y a deux canaux là, deux canaux de transmission, un pour la respiration et l'autre qui va servir pour l'alimentation. Qu'est-ce que c'est que l'oxygène? Qu'est-ce que c'est que l'alimentation? Ce sont tous deux des sources d'énergie. Ce sont tous les deux des sources d'énergie. Alors là, l'oxygène c'est un gaz. L'alimentation, qu'est-ce qu'il contient? Ben, il peut contenir un petit peu de gaz, par exemple. Si on boit du coca, il y a du gaz carbonique. Mais qu'est-ce que c'est que l'alimentation? Ben, c'est des gaz, des liquides et des solides. Par contre, l'oxygène, c'est un gaz pur. Donc les poumons, c'est une espèce de, on va dire, une espèce de pompe. Hein. Une espèce de pompe. L'oxygène arrive en inspiration, voilà, et puis il est refoulé en expiration. Inspiration, expiration. Inspiration, l'air rentre, il inspire en se dilatant, et il expire en se contractant. Alors s'il inspire, il inspire de l'air. L'entrée est ici. Donc il fait rentrer de l'air et donc de l'oxygène. L'oxygène, donc le corps va prendre au niveau des alvéoles et le renvoyer vers le sang, l'oxygène qui va être réparti dans tous les tissus du corps. Parce que les cellules ont besoin d'oxygène. Toutes les cellules du corps, que ce soit au niveau du cerveau ou peu importe, je veux dire, ils ont besoin d'oxygène.
l'absence d'oxygène est un élément, je veux dire, perturbateur pour le corps, et ça peut être causé des dommages constitutifs au corps, voilà, au corps, en absence d'oxygène. Mais attention que, comme je vous ai dit, en science, surtout pour le corps humain, il y a des limites. Il y a le minimum et le maximum. Quand on est entre le min et le max, on est bon. Regardez les prises de sang. Si vous avez regardé les prises de sang, si vous êtes dans une gamme, on a une tolérance qui est bonne. Mais si on est au-dessous d'une gamme, on a un surdosage. Et si on est en dessous de la gamme, on est en sous-dosage. Ce qui veut dire que l'oxygène, trop d'oxygène, c'est pas bon non plus. Hein. Prendre une bonbonne d'oxygène et l'ouvrir et mettre un maximum d'oxygène, ben, on peut créer des lésions au niveau du cerveau. Voilà, donc en fait, l'oxygène, c'est, on va dire, important pour le corps, mais il faut très peu d'oxygène, c'est mauvais pour le corps, mais trop d'oxygène, c'est mauvais aussi pour le corps. Donc il faut une gamme d'oxygène normale pour que le corps puisse fonctionner correctement. Donc l'oxygène, c'est une source d'énergie, on va dire, pour les cellules. Et vous voyez qu'ici, on a une entrée via une inspiration, en inspirant, voilà, l'air rentre. Oui, c'est la phase contraire. Hein. Quand on inspire, les poumons se contractent. Ils se contractent. Et quand on expire, ils se dilatent. On inspire. Voilà. En inspiration, bien sûr, on inspire de l'air. On aspire. Quand on dit inspirer, quelque part, on aspire. Il y a ceci, on aspire vers les poumons qui se contractent, mais on inspire. Et pour le rejet, ben, il se décontracte et on rejette. Voilà. C'est ça. En fait, c'était le contraire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était le contraire, voilà. Donc, inspirer, c'est que le poumon va se réduire. Et puis après, pour rejeter quoi? Mais le CO2. Le résultat de la respiration, ben, c'est qu'il va rejeter du CO2. Donc le CO2, c'est le fruit des déchets. Le fruit des déchets est le CO2. Et puis, de nouveau, inspiration oxygène via l'air, à travers l'air, et expiration de CO2. Inspiration, rejet. Inspiration, rejet. Donc l'entrée est ici, la sortie est là. Ça, c'est pour le système respiratoire. Les systèmes digestifs, ben, la personne va broyer les aliments, peu importe, de la viande, un biscuit, du fromage, des féculents, des patates, du riz, manger du yaourt, manger voilà, des bananes, des fruits, des légumes, peu importe. Bien à ce moment-là, bon, il a une assiette, il va broyer ses aliments. Bien sûr, il a intérêt à broyer correctement, parce que si c'est des aliments qui peuvent... des aliments, certaines personnes sont déjà mortes avec des aliments qui sont restés coincés, je veux dire, parce qu'ils ont mal avalé. Ça arrive, je veux dire, avec des personnes âgées où, bon, elles ne savent plus correctement broyer, on leur donne un morceau qui est gros, et une fois qu'elle, bon, ça bouche, au niveau de la gorge, ben, ils ne savent plus respirer. Ils se retrouvent à ne plus pouvoir respirer, parce qu'il y a un aliment qui bouche la voie de respiration. Donc ils étouffent et ils finissent par mourir. Ils passent par toutes les couleurs avant de mourir. Alors ici, vous avez l'œsophage, les aliments passent par l'œsophage, puis l'estomac, puis bien sûr, via, si on a
on a le côlon ici, le rectum et l'anus. Voilà, le rectum, enfin, le côlon, rectum, anus, et là-bas nous avons l'intestin grêle. L'intestin grêle, ici on a l'intestin grêle, le côlon, le rectum, l'anus. Voilà. Bon, et alors, à côté de ça, on a un organe ayant plus de 300 fonctions, enfin environ 300 fonctions, est très important pour le corps, très important le corps, qui prend, je crois, en masse une dizaine de pourcents, même plus, 12 à 13% en masse, qui est le foie, qui est un système de filtration, et qui va servir, bien sûr, vous comprendrez, aux synthèses. Filtration, mais aux synthèses pour les lipides, les glucides et les protéines. Les synthèses protéiques vont passer par le foie. Alors on a là, ici, on a la vésicule biliaire qui est juste à côté du foie, et on a le pancréas en dessous de l'estomac. Donc ça, c'est un élément fort important, c'est le foie. Le foie, c'est un organe qui permet de faire énormément de fonctions. 300, je vous ai dit 300 fonctions réalisées par le foie, dont les synthèses vont quasiment toutes passer par le foie. Toute la synthèse des sucres, des graisses et des protéines, plus autre chose. Hein. Vous allez voir les fonctions du foie, le nombre de fonctions qu'on peut avoir. C'est terrible. Terrible cet organe-là. Le foie, c'est un organe terrible. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais ma vidéo ici, elle concerne quoi? Elle concerne quoi? Elle concerne la transmission des bactéries pathogènes. Comment elles se transmettent? Mais les transmissions de bactéries recherchent là où il y a une ouverture. Elles recherchent l'ouverture. Alors, en ouverture, ça dépend. Elles peuvent passer par la bouche. Par la bouche, les bactéries pathogènes vont rechercher par exemple une ouverture par la bouche. Bon, là c'est une sortie, mais ça peut être une entrée aussi. Hein. On peut considérer bon, l'anus comme une entrée aussi bien comme une sortie. Ça peut être une entrée ou une sortie. Parce que s'il y a des bactéries pathogènes qui rentrent par là, ben, ça fait rentrer dans le rectum, puis le côlon, et puis c'est parti. Hein. Donc elles vont chercher des ouvertures. Mais dans le système digestif, justement, il y a des ouvertures. C'est la bouche. Ou le rectum. L'anus. L'anus ou la bouche. Il y a des ouvertures, donc c'est une voie de passage de bactéries. Ben, ça c'est ce qu'on appelle bon, la voie orale, la voie anale ou buccale, et là-bas c'est la voie, enfin je m'excuse, ici c'est la voie buccale ou orale, donc on peut avoir une transmission de virus pathogènes, de bactéries, parce que je suis dans la transmission de bactéries pathogènes. La transmission de bactéries pathogènes, bon, ça peut se faire par voie orale ou buccale ou par voie anale. Bon, mais la plupart du temps, ça sera par voie, comment on appelle ça, orale ou buccale. Je pense, par exemple, au contenu de l'eau de boisson ou la nourriture. Je pense à la typhoïde, au choléra et à la dysenterie. Donc, vous voyez que choléra, dysenterie, voilà, est une transmission, une voie de maladie par transmission hydrique. Il y en a d'autres, hein, j'ai pris 3 exemples. Choléra, dysenterie et
je pense à la, comment on appelle ça, la gastroentérite, le virus de la gastroentérite, hein. Enfin, je pense à la gastroentérite, plutôt je pense à la gastroentérite. Là, le virus, il y a des virus qui attendent là des mois en latence, et dès le moment où il y en a un qui vient, je veux dire, toucher le virus et qui touche de ses mains vers la bouche, parce que c'est les mains qui sont assez souvent responsables de l'introduction de bactéries, de virus dans le corps, puisqu'en fait avec ses mains on touche à son nez, on touche à sa bouche, on touche à ses yeux, voilà, pour ne pas dire on touche, ça arrive à son derrière. Je m'excuse de l'expression, mais c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. On peut toucher, je veux dire, à différents endroits où le virus est une entrée possible. Ce qui veut dire que là, la première barrière à faire, bon, c'est de se laver les mains. C'est de se laver les mains, je veux dire, de manière à c'était ce qu'on appelle un geste barrière. Un geste barrière pour déjà un premier bon geste pour éviter que le virus soit dans les mains et qu'on se le propage en chipotant sur son nez, sa bouche, ses muqueuses, enfin peu importe lesquelles, et que le virus ou la bactérie, parce qu'ici je suis en train de voir plutôt les bactéries, mais voilà, c'est pour éviter que la bactérie pathogène ne rentre, mais déjà il faut avoir les mains propres. Bien se laver les mains correctement, c'est-à-dire passer déjà un certain temps, plus de 50 secondes, convenablement à l'eau. Si vous avez de l'eau chaude, encore mieux, c'est encore mieux. Voilà, vous lavez à l'eau chaude. Maintenant, il ne faut pas abuser aussi de l'eau de javel, parce que l'eau de javel, ça fait partir, mais c'est pas bon aussi pour les mains. Abuser de l'eau de javel, bon, à un moment donné, c'est pas bon pour les mains. L'abus de l'eau de javel, c'est pas bon pour les mains. Alors, voilà. Donc, c'est les ouvertures qui vont faire les entrées dans le corps. Le virus ou la bactérie ne cherche qu'une seule chose, c'est une entrée. Et elle la cherche. Elle est en latence, généralement quelque part, sur une poignée de porte, dans une lunette de toilette, dans l'eau. Oui, elle peut être dans l'eau. Pourquoi elle est dans l'eau? Ben ça, c'est parce qu'en fait, peut-être que l'hygiène au niveau de l'alimentation qui devrait être potable ne l'est pas. Il n'y a pas de système d'épuration d'eau qui est je veux dire, analysé. Et dans ces analyses-là, des moments où on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on corrige. Ça veut dire qu'il n'y a pas certaines personnes vont chercher l'eau là où il ne faut pas. Par exemple, il y a des gens qui jettent des déchets fécaux dans les eaux, et voilà, et ces eaux-là sont à même d'être utilisées pour, on va dire, irriguer. Voilà, et des moments où on va irriguer sur des légumes, ben les légumes vont être aspergés de bactéries pathogènes, voire de virus pathogènes. Donc, si l'eau n'est pas déjà dans un état d'hygiène, alors que bon, l'eau doit être contrôlée et doit être de qualité. Et doit être aux normes, bien sûr, qui doivent répondre à des normes qui doivent être strictes. Parce que les maladies à transmission hydrique, il y en a beaucoup. Il suffit de laisser la place aux bactéries ou aux virus, certains virus, d'être présents dans l'eau, mais la personne, quand elle va boire de l'eau, mais les virus et les bactéries seront dans son corps d'office. Et ça, c'est une ouverture directe, par voie directe. Donc à ce moment-là, la personne a bu de l'eau, mais elle se retrouve avec des bactéries et des virus dans son corps. Bon, là, une fois qu'elles sont dedans, ben, c'est la fête. C'est la fête des bactéries et des virus. Parce qu'à ce moment-là, elles ne cherchent qu'une chose, les bactéries et les virus, c'est de proliférer dans le corps. C'est de proliférer, et c'est leur but. Leur but, c'est de proliférer. Mais en proliférant, bien sûr, le processus de prolifération ne se fait pas de manière anodine. Ce qui veut dire qu'on aura
je veux dire, la personne va être malade. Parce que les bactéries et virus vont jouer avec voilà, avec les noyaux des cellules de l'être humain. Parce que qui va, à un moment donné, quand les virus ou les bactéries sont à l'intérieur du corps, mais qui va les répliquer? Qui va répliquer? Où est le virus, où est la bactérie? Il est dans le corps humain. Ouais, au départ, il était peut-être en latence sur une lunette de toilette, ou peut-être dans de l'eau, ou il était peut-être dans l'eau en attendant un autre. Une fois que la personne a chopé le virus ou la bactérie, ben, il est dans le corps humain cette fois-ci. Donc lui, il est transporteur de bactéries ou de virus. Donc à ce moment-là, il devient lui-même un centre de fabrication de virus et bactéries. Donc ils vont répliquer grâce aux cellules hôtes du corps, mais ils vont se répliquer grâce aux cellules hôtes. Donc on aura une réplication, une division cellulaire qui va faire qu'on va avoir de plus en plus de virus ou de plus en plus de bactéries, qui va faire que la personne, bien sûr, va essayer de combattre cette maladie-là. Et ce n'est pas toujours le cas, parce que parfois beaucoup de gens meurent de maladies bactériennes et de maladies euh, euh, dues au virus. Et il y a énormément de maladies dues aux bactéries et aux virus. Et parfois, il n'existe pas de vaccin pour combattre ces maladies, ces virus. Voilà, il n'y a pas de vaccin. Voilà. Et parfois, les médicaments, certains médicaments sont, je veux dire, quand la maladie est prise, au départ, bon, on peut encore faire certaines choses pour certaines bactéries et virus, mais quand la maladie est atteint un certain stade, parfois, c'est la mort d'homme. Quelqu'un qui est atteint d'une bactériémie, au bout de 2 jours, il peut mourir. Je pense à un choc septique. Dans les 2 jours, il est mort. Hein. Donc il n'aura même pas le temps je veux dire, de courir dans un hôpital ou de penser à croire qu'il a une certaine maladie qui va passer. Ben, le temps qu'il pense que la maladie va passer, ben, le deuxième jour, il aurait pu prendre une décision d'aller au troisième jour à l'hôpital, mais voilà, le troisième jour, ben, il se retrouve entre quatre planches. Maintenant, peut-être qu'aussi, il y a des personnes qui vont voir les médecins ou les hôpitaux, ben, elle les renvoie chez elle en pensant que c'est pas grave. Mais en revenant chez elle, ben, voilà, elle a un choc septique et au bout de le lendemain, elle meurt. Donc attention à ça, c'est pas anodin parce que bon, on a affaire à un être humain, bon, c'est un corps vivant, euh, il doit se préserver, mais maintenant, il suffit d'une défaillance pour que la préservation n'est pas soutenue et la personne peut décéder, je veux dire, d'une maladie ou d'une autre suite à une maladie de virus ou de bactéries. Donc, il y a certaines maladies, si on y répond, on ne sait pas y répondre. Il y a des maladies, on ne sait pas y répondre. Quand le corps est trop atteint, on ne sait plus y répondre. Voilà. Il y a des maladies, on sait y répondre, mais maintenant, si vous attendez, à ce moment-là, on ne sait pas y répondre non plus. Il y a deux cas de figure. Il y a des maladies, on ne sait pas y répondre parce que bon, la médecine est faite par rapport à certains cas de figure. Mais maintenant, pour certains cas qu'on sait répondre, ben, si la personne prend trop de temps pour se soigner ou aller voir une personne spécialisée, ben, s'il est trop tard, il est trop tard. Maintenant, il peut y avoir aussi, bon, ça arrive des cas, euh, mais ça, c'est moins fréquent, où des personnes sont renvoyées chez elles en pensant que c'est des maladies euh, pas graves, mais en fait que oui, ça tourne à la catastrophe. La personne décède. Et là, bon, on peut dire que c'est un petit aussi une erreur médicale. Hein. Ça peut être constitué comme erreur médicale. Parce que bon, normalement, on doit mettre une personne en observation si on voit que bon, et la surveiller de nuit. Mais ça, c'est toute une autre histoire. Parce que bon, ça fait partie des logistiques des hôpitaux. Mais voilà, ça n'a plus rien à voir avec ce que je raconte. Maintenant, donc ici, l'ouverture peut se faire par la bouche. Les microbes, les micro-organismes cherchent des ouvertures pour s'introduire dans le corps et trouver des cellules hôtes. Donc, comme je vous disais auparavant, bon, les bactéries pathogènes, les virus,
sont des êtres pour moi vivants, qui cherchent, qui n'ont qu'un seul but de rechercher un autre pour proliférer. Pour moi, c'est des êtres vivants. Pour moi. Alors que bon, certains disent que bon, parce qu'ils n'ont pas de noyau, certains virus n'ont pas de noyau, c'est pas des êtres vivants. Ben, écoutez, ici, elles ont un mécanisme de fonctionnement qui permettent pour moi de dire que ce sont des êtres vivants. Pour moi. Parce que l'être humain, il croit qu'il est un petit peu le centre du monde. Il n'y a que 7 milliards de personnes sur Terre, alors qu'il y a je ne sais pas combien de planètes. Et il considère que les planètes, bon, elles ne vivent pas. Pour moi, les planètes vivent, hein, elles sont là, elles vivent. Hein. Il y a des échanges de matière et d'énergie comme l'être humain a des échanges de matière et d'énergie. Mais non, l'être humain considère pour lui, de par sa nature hautaine, que les planètes qui constituent, je veux dire, plus de... Voilà, il y a plus d'astres que d'êtres humains, mais il considère que les astres ne vivent pas. Voilà. Un astre, ça vit et ça meurt. Hein. Un astre. Le soleil vit un certain point. La preuve, le soleil va s'éteindre un jour, comme il s'est allumé un jour. S'il s'est allumé un jour, il va s'éteindre un jour. Ça veut dire que toute cette période-là, ben, il a vécu. Donc dire que le soleil ne vit pas n'est pas... Oui, ce n'est pas un être vivant, mais c'est un astre vivant. C'est pas un être vivant, mais c'est un astre vivant. Les micro-organismes. Ouais, c'est pas un être. On peut dire que, bon, est-ce que c'est des êtres? En tout cas, elles vivent. Hein. On va dire que c'est des parasites vivants. C'est des parasites vivants. Qui ont une certaine forme de mécanisme. Et de structure et de mécanisme de. Voilà, pour. Je sais pas comment, je veux dire, expliquer ça, mais je vous ai déjà expliqué la fois d'avant, sur la vidéo d'avant, qu'il y a des bactéries qui bloquent le système digestif des moustiques exprès. Si elle le fait exprès, ça se posait beaucoup de questions. Hein. Elle bloque le système digestif du moustique pour que le moustique ait faim. Et quand il a faim, ben, il va piquer un être humain pour sucer son sang parce qu'il a faim. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait le virus? Ben, il passe. Il passe quand le moustique est en train de piquer, je veux dire, l'être humain. Il passe, et voilà, il a trouvé un endroit pour, pour proliférer, Donc il a un mécanisme bizarre, hein. Il se cache dans voilà, le corps de moustique. Et quand le moustique va piquer, ben, c'est le moment opportun pour passer. Donc, je veux dire par là aussi que la transmission des bactéries pathogènes, des virus, peut se faire par piqûre, hein, par piqûre de vecteurs qui sont des moustiques, des moustiques ou comment on appelle ça, des tiques, ou toutes sortes de parasites qui viennent piquer et qui transportent, je veux dire, par exemple un virus, parce qu'un virus c'est tellement petit, hein. Un virus ça peut passer entre, voilà, par les pores d'une bactérie, donc c'est pour vous dire que c'est tellement petit par rapport à la bactérie, voilà, un virus c'est très petit, hein. Certains on peut les voir au microscope optique, mais d'autres on les voit au microscope électronique, hein. Microscope électronique, bon, ça descend très très bas. Donc ici c'est une première voie, mais c'est une voie par la voie de la bouche, voie buccale, orale ou parfois par la voie anale. Ça peut rentrer aussi par la voie anale. Quelqu'un qui a une opération ici au niveau du, je ne sais pas moi, au niveau du côlon, etc. Il a une opération, il a une ouverture par exemple avec un sac, ben, s'il ne fait pas s'il fait pas le nécessaire avec de manière hygiénique, ben, il peut se ramasser par l'ouverture qu'il a, ben, je veux dire des bactéries ou des virus qui vont rentrer dans son corps. Donc ce qui veut dire que les virus et les bactéries cherchent une ouverture. Tant qu'il n'en a pas, ben, il ne rentrera pas. Donc quand on met des gants par exemple, on met des gants, ben, comment voulez-vous que le virus
fasse partie de votre corps, puisqu'en fait vous avez des gants. Bien sûr, bien les enlever. Il faut enlever d'une certaine manière les gants quand on les enlève. Si vous mettez un masque bien fermé jusqu'au menton, et fermé tout le contour comment on appelle ça, de la tête, comment voulez-vous que le virus y rentre si tout est fermé? Bien au menton, jusqu'à l'arrière, avec une visière. Maintenant, le tout, c'est de faire attention quand on lève le masque, ne pas réintroduire des virus. Bien sûr, il faut avoir l'hygiène la plus corporelle, la plus stricte, lavage des mains, mais je dirais même lavage de tout le corps, hein. Mais le lavage des mains régulièrement. Avant le repas, après repas, d'hygiène, lavage du corps complet. Je veux dire, tous les jours ou tous les 2 jours, hein. Un corps n'est pas obligé d'être lavé tous les jours. Mais bon, si c'est tous les 2 jours, 2-3 jours, c'est bon. 2-3 jours, c'est bon. Voilà, parce que, voilà. Et les mains, quotidiennement. Le visage, à la rigueur, ça peut se faire tout quotidiennement. On se lève au matin pour se réveiller, ben, et ça fait du bien. Ça fait du bien quand le cerveau est rafraîchi un petit peu. Et ça fait du bien quand on met de l'eau un petit peu sur son front. Sur son front. Hein, ça réveille, et c'est bien. Donc, l'hygiène des mains avec du savon. Du savon. Voilà. Alors, attention quand vous utilisez le savon, pas trop acide. Ça doit être avec un pH neutre. Pour ne pas faire... Parce que le tout, c'est bien d'utiliser de l'eau de javel, c'est bien d'utiliser des produits, de l'alcool, etc. pour les mains. C'est bien d'utiliser ce que vous voulez, mais attention, je veux dire, au retour de manivelle les mains, je veux dire, faut un certain pH, hein, qui est environ de 7. Il faut des produits neutres. Hein. Il ne faut pas que ça vienne aussi brûler les mains. Voilà. Donc une des ouvertures, c'est par la bouche, par la voie buccale ou anale. Voilà. Et je pense à la typhoïde, choléra, et comme je vous dis tout à l'heure, la dysenterie et d'autres, hein, la gastroentérite, etc. Bon, mais la gastroentérite, c'est plus un virus. Hein. Voilà. Alors que ici, je suis en train de parler des bactéries. Des bactéries, je parle des bactéries. Alors maintenant, par voie respiratoire, mais ça peut rentrer, une autre entrée, c'est par voie respiratoire. Puisque en fait, il y a de l'oxygène qui rentre par ici. Voilà. Mais là, à ce moment-là, il faut penser quoi? Bien sûr, ça peut rentrer par la bouche ou par le nez, hein, par voie respiratoire. Par la bouche ou par le nez. Là, ça veut dire que le virus, les bactéries, sont dans l'air. Maintenant, les animaux, qu'est-ce qu'ils ont? Il y a des animaux à museau qui n'arrêtent pas de chercher de l'alimentation ou de fouiner ou de sentir, voilà, avec leur museau. Ils ont constamment le nez au sol et donc fatalement, c'est normal qu'ils chopent les virus ou les bactéries. C'est normal, hein. Ils sont en contact avec les virus et bactéries se trouvent, je veux dire, partout. Partout, et dès le moment où ils vont fouiller dans un endroit où il y a des virus et bactéries, ben, ils se les chopent. Mais l'être humain n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça, il ne met pas son nez au sol, voilà, où il ne va pas sentir voilà. Il y a des animaux qui mangent des cadavres d'animaux, donc à ce moment-là, ils les mangent bruts comme ça, mais ils se chopent toutes des maladies, enfin tous des virus, et ils vivent avec, hein. Ils vivent avec, voilà, c'est pas pour ça qu'ils tombent malades. Certains tombent malades de certains virus et de bactéries, mais voilà, il y a beaucoup de virus et de bactéries qui sont au sein des animaux. Voilà. Donc la voie respiratoire, l'entrée peut être par le nez ou par la bouche, par voie nasale ou buccale cette fois-ci. Bon, alors à ce moment-là, ce n'est plus comme tout à l'heure où dans le système digestif, mais il faut que la bactérie rentre par la bouche. C'est-à-dire qu'on ait, je sais pas moi, mangé un aliment ou bu un aliment qui contenait, je veux dire, des bactéries. Ou léché une paroi pour laquelle il y avait des bactéries.
lécher une paroi pour laquelle il y avait des bactéries ou des virus. À ce moment-là, c'est normal que par voie digestive, la personne va s'attraper, enfin, va avaler les virus et bactéries. Donc il aura trouvé une ouverture. Ici, la seule ouverture qu'il a en mode respiratoire, mais le poumon, quand il fait rentrer l'air, ben, il sort par là. Il n'y a qu'une seule entrée-sortie. L'entrée-sortie, elle est là. C'est une entrée-sortie. Ouais, une seule, je dis, il y en a deux en fait, parce qu'il y a le nez aussi, ça fait deux. Donc, maintenant, l'être humain ne sent pas au sol, hein, il ne met pas son nez au sol. Quoi qu'ici, s'il met son nez au sol, il va choper certains virus et bactéries puisqu'il a son nez au sol. Enfin, pour autant qu'il y a des bactéries et virus en latence au sol, bien sûr. Hein. Bien, ça voudrait dire qu'ici, les bactéries et virus sont où? Dans l'air. Ils sont dans l'air. Alors pourquoi sont-ils dans l'air? Normalement, ils devraient retomber au sol. Voilà, ils devraient retomber au sol. Mais avec des micro-gouttelettes qui ne retombent pas tout de suite au sol. Par exemple, je pense à quelqu'un qui tousse, elle tousse. Mais cette personne-là va transmettre, je veux dire, de par la toux, et des bactéries que la personne là, puisqu'elle est contaminée avec des virus ou voilà, des bactéries. Quand elle va tousser, ben, elle va renvoyer des micro-gouttelettes et des grosses gouttelettes. Les grosses gouttelettes vont tomber plus facilement au sol parce qu'elles sont plus lourdes, mais les micro-gouttelettes vont être aspergées, je veux dire, dans un environnement qui peut être, voilà, qui peut aller, ça dépend de la toux, si elle est forte. Une forte toux peut aller jusqu'à 12 mètres, 12 mètres voilà, laisser une trace ou des micro-traces sur 12 mètres de cette toux-là. Voilà. Certaines vont retomber directement au sol, les grosses gouttelettes, mais certaines vont être en suspension pendant un certain temps. Donc avec et ces micro-gouttelettes contiennent le virus et les bactéries. Donc là, à ce moment-là, pour la protection, on pense au masque. Au masque, la personne met un masque pour éviter de tousser, créer une ambiance, je veux dire, infecte. Bon, quand il y a une personne qui tousse, ça fait une zone d'infection. Voilà. Qui va partir à la longue. Hein. Bon, combien de temps ça reste, je ne sais pas. C'est les scientifiques qui peuvent analyser ça. Les scientifiques peuvent voir le nuage que ça crée. Les scientifiques peuvent faire des études. Ça vient des études. Hein. Tout ça, tout ce que je discute ici, c'est sur base d'études. Bon, on étudie tout ça. Combien de temps les bactéries restent sur les parois hein, parce qu'il y a des parois en fonte, il y a des parois en plastique, des parois je pense les poignées c'est bon on peut avoir comment on appelle ça en laiton, des poignées en laiton. Voilà, on a des poignées on peut avoir des poignées amalgamées, cuivre. Enfin, il y a du laiton, il y a on peut toucher du fer, on peut toucher du carton, on peut toucher du bois, on peut toucher du plastique, on peut toucher voilà, du plastique, il y en a encore toute une panoplie. Voilà, d'une matière à l'autre, le virus il va pas rester de la même manière. Il y a des virus qui restent pas longtemps, mais il y a des virus qui restent 6 mois. Des virus qui sont en latence 9 mois. Voilà, si on ne vient pas nettoyer avec de l'eau de javel ou du chlore ou quelque chose comme ça, ben, le virus et les bactéries sont là. Et le nettoyage nécessite, je veux dire, un nettoyage régulier, parce que bon, c'est pas parce que vous nettoyez qu'il n'y aura plus rien après. Il peut y avoir une survenue de virus pour l'une ou l'autre raison. Et les virus viennent comment? Ben, c'est parce qu'en fait, les gens sont confinés. Ils sont confinés, c'est-à-dire que plus il y a de proportion de gens qui vivent les uns à côté des autres, ben, fatalement, c'est sujet à plus de virus. Dans les campagnes, pourquoi on trouve-t-on moins de malades que dans les villes? Ben, c'est parce qu'en fait, c'est normal. C'est normal, il y a moins de confinement. Les gens sont moins les uns à côté des autres. Plus il y a du confinement, ben, je veux dire, plus les gens peuvent tomber malades. On est dans une ville de 1 million d'habitants, il y aura plus de malades que dans une ville de 500 000 habitants. Et dans une ville de 500 000 habitants, il y aura plus de malades que dans une ville de 100 000 habitants. Logiquement. Logiquement. Parce que les gens ont une activité sociale, ils se côtoient, et je veux dire, la propension d'infection est d'autant plus grande que les gens se côtoient et qu'il y a beaucoup de monde à proximité.
Bon, les maladies peuvent venir, bon, les virus ne viennent pas forcément que du milieu ambiant. C'est peut-être parfois, je vais vous l'expliquer après, un moustique qui vient vous piquer. Hein. Un moustique qui vient piquer, mais ça c'est autre chose, c'est pas au niveau respiratoire. Ça peut donner des maladies respiratoires, mais bon, je vais vous montrer qu'après, bon, il n'y a pas forcément le système digestif et respiratoire. Donc ici, il faut mettre un masque, des gants, de nouveau des gants pour ne pas non plus mettre son doigt dans son nez ou sa bouche ou infecter ses yeux, de manière à... Parce que les portes d'entrée, il y en a beaucoup. Hein. Il y a les yeux aussi. Les yeux, c'est une porte d'entrée. Hein. Les yeux, c'est une porte d'entrée. Voilà, ça j'ai oublié de le dire, mais les yeux sont une porte d'entrée. Les yeux sont une porte d'entrée. Quelqu'un qui touche ses mains qui sont infectées, ben, il va toucher ses yeux, ben, il va introduire au travers de ses muqueuses. Voilà, il y a les muqueuses nasales, il y a les muqueuses voilà, de l'œil, il y a beaucoup de muqueuses. Hein. Dans un corps, il y a beaucoup de muqueuses. Une fois que certaines muqueuses sont touchées, ça y est, c'est parti. Hein. C'est parti. Peut-être que certains virus et bactéries, quand on gargarise directement, peut-être que ça va partir, mais il faut le faire tout de suite. Voilà, donc, mais une fois qu'on a touché quelque chose, ben, qu'on gargarise tout de suite, à ce moment-là, peut-être que le virus il va mourir tout de suite. Hein. Il va pas faire. Voilà, vous allez le traiter directement. Il va passer directement à la machine pour être, je veux dire, tué. Donc là, à ce moment-là, voilà. Donc une personne qui va éternuer, c'est fait exprès. Une fois, c'est fait exprès. Si la personne a atteint des virus, ben, elle va ennuyer le poumon, de telle manière à ce que la personne ait une irritation, la personne va tousser, et s'il y a une deuxième personne à côté, ben, elle va contaminer la personne qui est à côté, si elle respire les microparticules de la personne infectée. Et s'il y en a en suffisance dans le corps, ben, l'autre personne est infectée. Ce qui veut dire par là que le virus, on dit qu'il est pas malin, mais si, parce que c'est lui qui fait tousser. C'est lui qui irrite le poumon exprès pour faire tousser. Et dès le moment où il tousse, ben, les particules vont aller chez l'autre. Et donc là, il colonise, il va coloniser un autre corps. Et donc là, où est le virus en fait? Le virus, la bactérie, généralement, elle est dans le corps, elle est fabriquée dans le corps. Il a besoin d'un autre, et une fois qu'il a l'autre, ben, il prolifère. Et quand il est en dehors du corps, ben, il est en latence. Il ne prolifère pas, il attend un autre. Combien de temps il peut rester? Il y a des virus qui peuvent attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 9 mois. Ben, ça dépend d'un virus à l'autre, il y en a qui sont en latence. Si on n'a pas nettoyé avec de l'eau de javel, bien sûr, ou de chlore, ben, il est en latence. Si vous avez nettoyé avec de l'eau de javel ou de chlore, ben, il n'existe plus. Ni la bactérie, ni le virus. Maintenant, si c'est dans des vêtements, ben, vous lavez les vêtements à 60 degrés, 70 degrés, voilà, ben, faut pas aussi abîmer les vêtements, ben, parce que de perdre l'élasticité ou la forme de vêtements. Donc, si vous gardez une température de 60, bon, les virus, ils sont tous morts, bactéries aussi. Hein. N'en parlez plus. C'est comme la gale, etc. La gale, les puces, les poux, tout ce que vous voulez, tout ce qui est parasite, je veux dire, 60 degrés, il n'y a plus rien. Ils sont morts avec la température. Hein. La température est une action directe, sur les micro-organismes et les parasites. C'est une action directe. Ni réchauffer, pourquoi on chauffe la viande? Parce qu'on a fait agir la température pour éliminer justement tout ce qui est parasite, hein. Tout ce qui est micro-organisme. On la chauffe convenablement. Si vous chauffez mal, vous avez des micro-organismes qui peuvent être introduits dans le corps au niveau digestif. Hein. On chauffe la viande, voilà, on chauffe le lait, on chauffe les aliments en général pour extraire. Bien sûr, les aliments maintenant, dans les industries agroalimentaires, déjà il y a des phases de qualité qui sont là-bas. Ils sont contrôlés au niveau qualité, au niveau de la qualité de l'alimentation. C'est-à-dire que là, déjà, ils prennent des précautions. Hein. Les industries alimentaires prennent des précautions pour justement éviter tout ça, hein, au travers des conserveries, au travers des... Voilà, ils agissent de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de bactéries pathogènes, bien sûr. Hein, ils font tout le nécessaire. Hein.
jusqu'au moment d'ouverture, parce que là, à ce moment-là, à l'ouverture, là, c'est la porte ouverte. Plus le temps va passer, plus on aura l'introduction de bactéries pathogènes, hein, ça d'office. Vous risquez, voilà, les bactéries arrivent au fur et à mesure que si vous ouvrez, parce que l'industrie alimentaire a fait en sorte que le produit soit fait pour que l'aliment soit le plus sain possible tant qu'il n'a pas été ouvert. Une fois que vous l'ouvrez, ça y est, c'est l'entrée directe. Hein. Voilà. Mais eux, ils ont tout fait le nécessaire pour que, avant ouverture, tout soit sain. Il y a des contrôles de qualité pour ça. Il y a des méthodes voilà, de mise en bouteille, mise en boîte, mise voilà, en sachet, etc. qui font que on essaie de faire en sorte de ne pas avoir ou du moins le moins de bactéries possible. Je veux dire, au niveau de la fabrication. Je dirais même pas de bactéries du tout. Après, quand on ouvre, ça finit. Les bactéries commencent à rentrer. Et plus le temps passe, et plus les bactéries augmentent. C'est normal parce qu'elles prolifèrent. Voilà. Donc ici, c'est pour vous dire que au niveau respiratoire, ben, ça peut rentrer par les poumons. Enfin, par la bouche et par le nez. Là, et venir infecter, bien sûr, la première des choses qui va venir être infectée, coloniser le poumon. Voilà, il y a des maladies respiratoires comme ça. Alors sachez qu'il y a certaines bactéries qui se cachent. Hein. Elles se cachent une fois que vous êtes infecté, elles se cachent. Je pense par exemple aux sinusites. Hein. Il y a les cavités ici, des cavités ici au niveau de la tête. Ben, les bactéries viennent se cacher là-bas, mais c'est difficile de les extraire. Parfois, il y en a qui se font opérer pour faire un nettoyage au niveau des sinus, hein, pour enlever toutes les bactéries qui se cachent. Voilà, vous comprendrez que les bactéries au niveau des sinus, on attrape des sinusites. Hein. Voilà, au niveau frontal, ben, il y a plusieurs types de sinusites. Voilà. Il y a plusieurs types de sinusites. Hein. Voilà, donc il y en a qui se cachent, et tant qu'on n'a pas fait un nettoyage correctement des bactéries, ben, elles sont toujours là. Alors que la personne a une sinusite chronique parce qu'elle est toujours affectée. Tant qu'on n'a pas extrait, je veux dire, fait une opération pour enlever des voilà, des pores du cerveau, ici, du front, tant qu'on n'a pas enlevé, enfin du front, à l'intérieur, hein, bien sûr, vous n'avez pas enlevé, je veux dire, les bactéries, ben, les bactéries sont toujours là. Voilà, donc en fait, il y a la voie respiratoire. Et par exemple, par la voie respiratoire, je pense à la tuberculose, les oreillons, le rhume, la sinusite, les rougeoles, etc. Par voie respiratoire, on a ces maladies-là, autant par la voie digestive. Je vous ai dit qu'il y avait la typhoïde, choléra, dysenterie, autant par voie respiratoire, on a la tuberculose, des oreillons, le rhume, sinusite et rougeole. Donc ici, pour éviter ça, ben, on met un masque. Déjà, on met un masque, pourquoi? Pour éviter de faire voilà, par là tout, de mettre une personne dans la zone de tout. Imaginez-vous qu'il y a une personne ici. Voilà, j'ai une personne ici. Elle est dans la zone de tout. Voilà, j'ai une personne, ils sont en train de parler, il éternue, ou il tousse. Dans la zone de tout, là, lui il est englobé dans la zone de tout, ça, il est parti. Hein. Il respire les microparticules, il suffit quelques virus, voilà, en suffisance pour que, je veux dire, ça y est, la personne, le virus loge dans le corps et pour, ça y est, le mécanisme va partir. Donc elle est infectée,
Bien sûr, il y a une... il y a des jours de, comment on appelle ça, où tout va se passer, que, au niveau, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, une période d'incubation, et puis après la personne là va subir hein, les dommages de cet éternuement, de cette toux. Donc c'est pour ça qu'on demande quelqu'un qui est malade de mettre un masque respirateur, au niveau respirateur, il lui faut un masque. Voilà. Et même quand elle parle, bon, quand elle parle, elle peut envoyer des postillons. Là, c'est le même résultat. Mais la toux, c'est surtout ça qui va englober la personne dans une zone où il y a la... Voilà. Bon, il y a des maladies qui sont dues au contact aussi. Hein. Il faut un contact. Bon, voilà, certaines maladies sont dues à certains contacts. Il faut un contact pour que, je veux dire, entre personnes, pour que la maladie se propage. Voilà. Maintenant, une autre voie donc j'ai dit par la peau, par la bouche, par voie orale ou buccale ou peut-être anale, peu importe. Voilà, mais ici je vous ai dit par la voie respiratoire, c'est-à-dire par la voie orale ou nasale, et bien sûr par la voie de la peau. Parce que l'ouverture, elle peut venir de où? Du nez, de la bouche ou là où il y a une ouverture. Mais maintenant, si vous n'avez l'ouverture, peut-être une ouverture non voulue. Je pense à une plaie. Là, c'est une ouverture directe, dans le sang. Le sang, normalement, dans un corps, il est fermé. Le sang, il fonctionne. Le sang fonctionne dans le corps à système fermé. Donc, il ne sera pas avoir de bactéries ou virus qui rentrent, mis à part système par voie respiratoire ou par voie digestive. Mais une autre manière, mais si c'est mis à part ces deux-là, ces deux cas de figure-là, mais si le sang est enfermé en système fermé, je ne vois pas comment les virus pourraient rentrer dans un système fermé. Mis à part le système, mis à part les transmissions par voie respiratoire et digestive. Hein. Voilà. Enlevons ces deux cas de figure-là. Comment mis à part, si j'enlève ces deux cas de figure-là, ben, comment le virus peut rentrer dans le sang? Ben, il ne sera pas, puisque le sang, tout est fermé. C'est un système fermé dans le corps. Il ne sera pas rentré. Si ce n'est qu'il y a une plaie. S'il y a une micro-plaie, une mini-plaie ou une grosse plaie, encore plus la plaie elle est grosse et plus c'est terrible. Je pense par exemple si la personne a une opération, on en fait une ouverture corporelle, il y a un cisaillement, on lui cisaille la peau pour une opération, ou s'il a un accident de voiture ou un accident de moto, ou peu importe un accident quelconque, et qu'il a une ouverture quelconque, c'est de la porte d'entrée, je veux dire, au virus et aux bactéries. Et là, c'est pour ça qu'on met des désinfectants. On désinfecte avec des désinfectants pour éviter, je veux dire, qu'il y ait la possibilité à un virus ou de bactéries de rentrer dans le corps. Donc ça veut dire que le virus peut rentrer par la peau. Et bien sûr, certaines bactéries sont contenues dans l'air et peuvent rentrer par la peau. Hein. Je pense à la varicelle, à la variole, qui sont contenues dans l'air et qui peuvent rentrer par la peau. Maintenant, je vous parle des plaies aussi. Les plaies, par une plaie, là, c'est la porte ouverte. Hein. Là, ça va directement dans le sang. Par une plaie, ça va directement dans le sang. Là, il faut se méfier de ça parce que si c'est un staphylocoque ou un staphylocoque doré, qu'on appelle le staphylocoque aureus, à ce moment-là, bon, s'il est rentré dans le sang, bon, c'est un petit peu embêtant. Hein, parce que parfois, quand ils rentrent dans le sang, parfois ils ont plus envie de sortir. Le problème, il est là. Pour le faire sortir, bon, ça devient quelque chose de difficile pour le faire sortir. Voilà. Donc par les plaies, maintenant, il y a des micro-plaies.
Par exemple, je pense aux injections. Un moustique. Un moustique ou un moustique qui va piquer, et contient voilà, un virus par exemple, mais le moustique qui va venir piquer, il va transmettre son virus. Je pense aussi au tic qui va venir piquer, ben voilà, il va transmettre les maladies qu'il porte. Alors je pense à tout, hein. Je pense à tout, je veux dire, un chien qui vient mordre, ben, il a plein de bactéries dans ses dents. Un chat qui vient griffer, ben, il a plein de bactéries, je veux dire, de par le fait que le chat trimballe un peu s'il est à l'extérieur, il trimballe un peu partout il cherche des petites voies de passage, et dans ces voies de passage, c'est rempli de micro-organismes. Et bon, il se chope tous les micro-organismes. Voilà. Et donc, il suffirait qu'il vienne vous griffer. Là, il faut désinfecter directement parce que c'est une voie directe aux bactéries. Hein. Les chats, les chiens qui viendraient vous mordre, vous griffer, un animal qui viendrait vous mordre ou vous griffer, c'est d'office, il faut désinfecter d'office. D'office. Voilà, donc vous voyez que les transmissions de bactéries pathogènes, je dirais même des virus, mais cherchent une voie d'entrée. Une voie d'entrée pour quoi faire? Mais pour proliférer, pour coloniser. C'est son but premier. Mais le problème, c'est que c'est son but premier, mais c'est pas le but premier de l'être humain, parce que l'être humain, il va subir les conséquences de cette entrée. C'est tout petit, on ne les voit pas. Donc pour se battre contre des virus et des bactéries, ben, c'est tout petit. On ne les voit pas, donc on ne sait pas. Le gros problème, c'est qu'ils sont invisibles. Le problème, il est là. C'est que si on les voyait, on pourrait dire... Parce que quand vous avez une surface, vous allez aller la nettoyer, mais c'est pas dit qu'il y a un virus ni une bactérie, c'est pas dit. Donc vous êtes dans le doute parce que vous ne voyez pas la surface. Vous ne voyez pas la surface. Alors vous allez aller nettoyer par précaution. Parce que vous avez affaire au monde invisible. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr, il existe le traitement par UV, vous mettez de l'UV, soit vous nettoyez avec des vapeurs à 60 degrés, je pense à des tissus, vous passez avec un fer passé à 60 degrés, ou vous mettez de l'eau de javel tout simplement, ou encore du chlore, ou voilà, il y a des différents produits pour tuer les bactéries et les virus à l'extérieur. Parce que quand ils sont en vous, c'est trop tard. Elle va faire son temps de latence. Le tout, c'est de essayer de prendre des médicaments qui vont corriger, je veux dire, réduire à néant voilà, la transmissibilité ou la colonisation. Enfin, réduire à néant, là, plutôt la colonisation. Essayer d'arrêter la colonisation. Tant que c'est pris à temps, ça va même. Quand on est tellement infecté, ben, ça ne sert plus à rien de prendre des médicaments. Si ce n'est que de prendre des médicaments pour, on va dire, supporter le mal. Parce que quand on est tellement affecté, on est tellement infecté, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut encore faire quand on est tellement infecté? Ça, on demande au corps de combattre. Hein. Voilà. Quoi qu'on peut encore prendre des médicaments, mais c'est trop tard. On a atteint un pic d'infection que il ne peut y avoir qu'une chose, c'est soit ça se réduit, soit on va vers la mort. Si on a un pic d'infection, soit ça va être, on pense, si on est au maximum de son pic d'infection, ben, on espère que ça va se réduire par le combat du corps, ou soit on va vers la mort. S'il existe un médicament qui permet de combattre l'infection, tant mieux. S'il n'y a pas de médicament qui permet de combattre l'infection, c'est embêtant. C'est embêtant. On n'a pas toujours, on n'a pas toujours paré, je veux dire, à tous les virus, à venir, parce que les virus sont mutants. Les virus vont muter. Donc s'ils mutent, on n'est pas paré à des nouveaux virus. Voilà, il y a des nouveaux virus qui vont venir, parce que le virus, lui, on dit qu'il n'est pas intelligent, on dit que voilà, c'est pas un être vivant, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, c'est qu'il mute pour continuer à vivre. Il veut continuer sa subsistance, donc il va muter. Et on n'a pas toujours les médicaments des nouveaux virus qui apparaissent. On n'a pas toujours des vaccins au niveau virus qui apparaissent. Voilà, il faut faire la recherche prend des années, si on y arrive, parce que parfois, il y a des gens qui n'y arrivent pas, hein,
Je pense au sida, il n'y a pas encore de vaccin pour le sida. Voilà, le virus du sida, il n'y en a pas encore de vaccin. Voilà, et ça fait des années que ça existe, le virus du sida. Pas encore un vaccin. Oui, il y a les trithérapies, bon, on peut ralentir, voilà, mais il n'y a pas encore de vaccin pour. Il n'y a pas de vaccin. Donc, je veux dire par là que, voilà, si. Donc, je disais tout à l'heure que le virus qui est dans des objets, on ne sait pas combien de temps il reste. On ne le voit pas, il est invisible. C'est un combat contre un ennemi invisible. On ne le voit pas. Virus et bactéries sont invisibles. On ne les voit pas. On ne sait pas s'ils sont là ou s'ils ne sont pas là. Donc par précaution, on va faire un geste de précaution de nettoyer. Par précaution, on essaiera de mettre des gants. Par précaution, on essaiera de mettre un masque. Par précaution, mais il y en a qui ne respectent pas ça. Hein. Par précaution, on va s'isoler. Éviter le confinement. Confinement, c'est, quand j'appelle confinement, c'est mettre des personnes enfermées dans un même endroit, je veux dire, dans un même endroit. Et plus l'endroit il est restreint, et plus c'est pire encore. Je pense aux hôpitaux, mais là, il y a des systèmes d'aération spécifiques, mais malgré tout, ça reste une zone d'infection terrible. Hein. Une maladie nosocomiale, c'est pas ça qui manque dans les hôpitaux. Je pense aux homo aussi, là, quand il y a une infection, ben, tout le monde beaucoup de gens sont infectés parce que voilà, il y a les. Voilà, il y a les cuisines de type industriel qui font que, bon, euh, avec les échanges qu'il y a, les échanges communautaires d'infirmiers, les échanges d'aides-soignants, les échanges d'entrée-sortie de personnes diverses qui font en sorte que plus il y a une mixité et plus il y a des contacts sociaux, plus il y a des personnes confinées, c'est-à-dire ensemble. Hein, des personnes un confinement, c'est un lieu restreint dans lequel on met beaucoup de personnes, par exemple. Alors là, ça c'est sujet à un partage voilà, des microbes. Donc, pour éviter de partager ces microbes-là, ben, le masque s'impose, le lavage des mains s'impose, les masques bien mis, bien sûr, bien mis, tu dois aller jusqu'au menton, parce que normalement, il faut faire ceci. Un masque, normalement, un vrai masque de type chirurgical, il doit être comme ça. Hein. Mais le problème, c'est, bon, il y a le problème de la respiration aussi. Il doit englober tout, parce que il doit même descendre bien bas, parce que le virus, il doit aller là. Il va faire ceci, le virus risque de contourner ceci, donc il va contourner. Maintenant, quand vous allez enlever il y a des protocoles, procédures d'enlèvement des gants, parce que pour ne pas, c'est bien de mettre des gants, mais si on retire ces gants et qu'après on met le virus sur soi, c'est embêtant, hein. ou des bactéries sur soi. Il y a des protocoles, bon, et je pense à ceux qui travaillent au laboratoire. Dans les laboratoires, bon, ils utilisent des protocoles, je veux dire justement, pour éviter toute contamination, parce qu'ils jouent avec là-bas des virus et des bactéries, ils jouent avec les virus et les bactéries. Enfin, quand ils jouent, non, c'est pour faire des recherches de vaccins, etc. Ils manipulent, voilà, au niveau de nanotechnologie, voilà, certains virus et bactéries, là, ils ont intérêt à être équipés d'une manière de à ne pas s'infecter elles-mêmes et de ne pas infecter les autres aussi. Et là, je pense à certains laboratoires d'un certain type ben, qui font en sorte que tout doit être respecté dans les protocoles euh, les plus ardus. Les protocoles les plus ardus. Donc être habillé de manière, voilà, passer par des chambres de, comment on appelle ça, de stérilisation, etc. Bon, enfin bref, le but d'ici, c'est pas de voir les laboratoires, mais voilà. C'est pour vous dire qu'il y a des protocoles. Si vous voulez mettre un masque, le masque il doit aller jusqu'à un certain niveau. Si vous mettez des gants, il faut bien mettre les gants. Les combinaisons, il faut mettre des combinaisons spéciales. Et quand on enlève tout ça, avant de les enlever, normalement, il faut passer par une chambre de stérilisation. Je dirais même passer par plusieurs phases de stérilisation. Parce qu'il y a aussi le lavage complet. Je veux dire, il faut désinfecter par une phase de
de stérilisation, de désinfection, etc. Par plusieurs phases. On peut passer par plusieurs pièces. Voilà, c'est des pièces renfermées. On peut imaginer plusieurs pièces renfermées où on a 4-5 phases à respecter en protocole, en étant sûr que en passant de la première à la cinquième, il n'y ait plus rien. Plus rien. Tellement que tout a été... le protocole a été réalisé de A jusqu'à Z. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait une défaillance dans le bâtiment. Hein, parce que s'il y a une défaillance, c'est bien de respecter tous les protocoles, mais s'il y a une défaillance dans le bâtiment et qu'il laisse ressortir par le bâtiment, c'est un petit peu embêtant. Enfin bref. Donc voilà. Donc ici, quand on met un masque, il faut mettre le masque correctement. Voilà. Mais maintenant, on ne va pas mettre un masque quand quelqu'un a la grippe. Ce qu'il y a, c'est que la personne qui a la grippe doit rester à la maison. C'est ce qu'on appelle les quarantaines. La meilleure des choses à faire quand quelqu'un est malade, c'est pas qu'il vienne travailler ou qu'il aille à l'école pour contaminer les autres. Parce que bon, en allant à l'école, je disais que ici, quand les personnes ne voient pas le virus, ils ne savent pas si par précaution, ils vont nettoyer, ils vont mettre des gants, ils vont mettre un masque, ils vont se protéger. Voilà. Mais maintenant, donc en fait, il ne sait pas s'il y a une infection sûre. Voilà. Mais il nettoie quand même par précaution. Mais maintenant, quand quelqu'un est malade, ça c'est une infection sûre. Il est sûr et certain qu'il est malade, qu'il va infecter d'autres personnes. Donc à ce moment, il ne va pas à l'école. Il ne va pas travailler. Il doit rester à la maison en quarantaine. Enfin, quand on dit quarantaine, c'est 40 jours, mais en fait, une quinzaine de jours. Bon, maintenant, il peut rester peut-être une bonne petite semaine. S'il est guéri après une semaine, c'est bon. Il peut être guéri après une semaine. Donc, il n'est plus sujet à contaminer d'autres personnes. Mais tant qu'il est infecté, il doit rester à la maison. Il ne peut pas venir infecter d'autres personnes. Parce que les épidémies, c'est comme ça. Une personne infecte l'autre, l'autre infecte l'autre, l'autre infecte l'autre. Et pourquoi? Parce que il y a des personnes qui veulent absolument rester présentes à l'école et ne pas louper un cours. Oui, c'est bien, mais bon, d'un autre côté, elle va faire tomber des autres malades. Et en plus de ça, là, parce que je pense à la grippe, le virus de la grippe, il peut quand même, malgré tout, avoir des morts par le virus de la grippe. Hein. Il y a des cas de mortalité dus à la grippe. Hein. Toutes les grippes ne sont pas, je veux dire, bénignes. Hein. Voilà, il y a des grippes qui tournent court, parce qu'il y a des gens qui sont malades au niveau respiratoire, il y a des gens qui sont malades au niveau, qui sont plus fragiles, des gens qui ont des systèmes immunitaires plus fragiles, des gens qui ont des systèmes cardiaques plus fragiles. Bon, si je veux qu'ils aient une méchante grippe, pour que je veux dire, bon, elles sont plus fragiles. Il y a des personnes plus fragiles au niveau corporel. Et plus l'âge avance, et plus on devient fragile au niveau du corps. Et donc, fatalement, vaut mieux pas attraper une grippe quand on a un certain âge. Parce que, je veux dire, on est déjà faible au niveau du système immunitaire, mais maintenant, s'il y a quelque chose qui vient attaquer le système immunitaire, qui vient vous attaquer, ben, les défenses sont moins grandes que quand on est jeune. Et encore, parfois, il y a des gens qui sont jeunes, mais qui ont des maladies spécifiques, et que même en étant jeune, on peut avoir un système immunitaire faible. Je pense à certaines maladies qui rendent le système immunitaire faible. Donc, quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On reste à la maison. On va pas au travail pour infecter ses collègues, ses amis ou ses collègues. On va pas à l'école pour infecter les autres. Parce qu'il y a des gens qui vont se sentir très mal. Il y a des gens qui vont pas subir la grippe fortement, mais d'autres vont subir fortement la grippe. Voilà, ils vont la subir fortement. D'un cas à l'autre, c'est pas la même chose. Il y a diverses raisons qui font que d'une personne à l'autre, c'est pas parce que la personne est, voilà, il y a des raisons à ça, Mais je veux dire, il y a des gens qui vont supporter plus fortement la grippe que d'autres. Alors, si c'est pour aller rendre malade les gens, bon, il faut rester à la maison. Quarantaine, quinzaine, voilà. Mais il y a des personnes, qu'est-ce qu'elles font? Des personnes, je veux dire, qui sont sans scrupules. On peut le dire ainsi, qui, malgré qu'ils sont malades, viennent tousser sans respecter les gens. Viennent tousser. Alors que, normalement, elles devraient rester à la maison. C'est un manque de respect, déjà, d'être en communauté en étant malade, et de venir, on va dire, tousser en face d'une personne en sachant que... Parce que la personne, il y a personnes qui se disent, moi je suis contaminé, et voilà, je m'en fous des autres. Voilà, là, on tombe dans un égoïsme pur et parfait. Or, cet égoïsme pur et parfait est condamnable parce qu'elle peut venir tuer d'autres personnes. Si la personne là n'est pas contaminée et que cette personne-là est contaminée, elle va venir, elle s'en fout de cette personne-là, elle va venir tousser. Et cette personne-là, peut-être qu'elle est fragile, elle va peut-être mourir de la grippe. Hein.
Voilà. Donc, parfois, il y a de l'égoïsme des personnes qui font en sorte que certaines sont contaminées. Je pense au sida. Elles sont contaminées, elles viennent contaminer d'autres personnes. En se disant bon, que comme elle a été contaminée par une personne, ben, elle s'en fout de contaminer d'autres personnes. Et ça devient criminel. Ça devient criminel. Parce qu'une personne va en contaminer trois autres. Ces trois autres-là vont contaminer, chacune va en contaminer trois. Mais on est déjà passé de 1 à 9. Hein. Rien que parce qu'en fait, une personne a décidé de contaminer d'autres personnes. Et donc elle va devenir une chaîne de transmission. Une chaîne de transmission qui va se développer, je veux dire, à grande échelle. Parce que la personne-là n'a pas a été égoïste, n'a pas voulu rester à la maison. C'est vrai que bon, rester à la maison, c'est une forme d'emprisonnement. Pourquoi pas? On peut penser ça comme ça. On peut penser que c'est une forme d'emprisonnement. Mais c'est pour le bien-être des personnes autour de soi. Il faut toujours penser aux personnes autour de soi. Mais comme certaines personnes sont égoïstes, ne pensent pas aux personnes autour de soi, ben, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles s'en foutent. Elles s'en foutent de contaminer quelqu'un d'autre parce qu'elle est malade elle-même. Elle s'en fout de contaminer les autres. Elle se dit, moi j'ai été contaminé, mais je vais contaminer les autres. Voilà. Je trouve ça, je veux dire, les gens comme ça, s'il s'agit de maladie mortelle, c'est très, très grave parce que la personne là devient un criminel. Il devient au sein de la société un criminel. Il devient il peut devenir une arme bactériologique s'il s'agit d'un virus très, très grave. S'il s'agit d'un virus très grave, la personne là devient, devient un criminel pour la société parce qu'il en a contaminé deux, qui ces deux-là ont contaminé deux autres, qui ces deux autres-là ont contaminé encore trois autres, et d'une personne on se retrouve avec une épidémie peut-être mortelle, parce que les nouveaux virus on ne les connaît pas, ceux qui vont venir euh, plus tard, on ne connaît pas. Il peut y avoir des virus qui vont muter, qui vont devenir très très graves. Et donc si les gens ne prennent pas déjà conscience que quand on est malade, je veux dire, quelle que soit la maladie, même une maladie bénigne, parce que c'est un peu la même chose que dans une classe. Dans une classe, il y en a un qui tombe malade, il vient à l'école malgré tout, pour ne pas tomber, pour ne pas rater les cours, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elles vont contaminer 10, et les 10, après, la semaine d'après, il n'y a plus personne au cours. Il n'y en a plus que 3. Même le professeur est absent, parce que lui, ici, il a été contaminé. Voilà. Qu'est-ce que la personne a gagné? Qu'il n'a pas cours. C'est juste ça. Et si c'est au boulot, c'est la même chose. Hein. Voilà. Bon, sachez que c'est vrai que quand on est malade, on est mal. Enfin, d'office, bon, malade, ça veut dire ça. C'est ça que ça veut dire. Malade, ça porte son nom. On est malade, on est mal. On n'est pas bien. Et se retrouve en quarantaine, ouais, on se retrouve à l'isolement. Bah oui, c'est comme ça. Mais il faut accepter. Il faut se dire ne pas. Faut savoir accepter l'isolement. Il faut savoir euh, prendre patience. Prendre patience. Parce qu'on devient patient, il faut rester patient. Il faut rester patient vis-à-vis de sa maladie. La maladie, elle rend mal, ben, il faut rester patient. Voilà, il faut attendre en espérant que la maladie passe. En espérant que la maladie passe. Et pour ça, il faut rester calme. Il faut rester calme. Il ne faut pas, je veux dire, vouloir à tout prix, je veux dire, sortir pour aller contaminer d'autres personnes. Il faut rester calme. Il faut rester patient. S'il faut rester enfermé ben, 15 jours, ben, il faut rester enfermé 15 jours. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc ceci étant dit, donc les transmissions, ici je parlais un petit peu des bactéries et des virus, hein, normalement le sujet c'était transmission des bactéries pathogènes, ben, ils peuvent se transmettre par voie buccale ou orale, par voie respiratoire ou par la peau, par la peau, par la peau. Voilà. Et alors les attaques des virus, ben, ils peuvent attaquer tout et n'importe quoi. Les virus peuvent attaquer tout et n'importe quoi, aussi bien le poumon, aussi bien le cerveau, ils peuvent attaquer tout, tout, tout. Le côlon, les virus peuvent tout attaquer. Voilà, il y a différents types de virus et ils peuvent attaquer ce qu'ils veulent. Donc c'est un mal en soi. Un mal en soi. Mais tant qu'on a les médicaments, et c'est aux sociétés, à la recherche tout d'abord, de rechercher donc des médicaments adéquats, adaptés, que ces médicaments ne créent pas, je veux dire, d'autres mal, parce que c'est pour prendre un médicament et qu'on a plus de, à la fin on n'a plus de rein, hein,
que son foie il est bousillé, ben, c'est bien, on a combattu le virus ou la bactérie. Ben, au bout du compte, on a un poumon bousillé, au bout du compte, on a un foie bousillé, au bout du compte, on a un rein bousillé par les médicaments. Je veux bien, mais bon, le résultat, le résultat, il est, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On a soigné un mal pour retomber sur un autre mal, qui est peut-être même pire que le premier mal. Alors on a retiré le virus, mais on se retrouve avec un handicap au niveau du foie. On se retrouve avec un handicap au niveau des reins. On se retrouve avec un handicap au niveau du poumon. C'est-à-dire on est sous assistance respiratoire parce qu'on a attrapé un virus. Un virus qui a bousillé le poumon. Si le virus a bousillé le poumon, on se retrouve avec voilà, une charrette sous oxygène. Ou l'oxygène intermittent parce qu'on est essoufflé. Voilà, on a des bonbons de CSA, on a voilà, un appareil respirateur à air, enfin un respirateur électrique, voilà, ou des bonbons d'oxygène pur. On se retrouve avec ça, parce qu'on a bousillé son poumon à cause d'un virus qui est venu coloniser à un point tel qu'il a fait des trous dans tout le poumon. Voilà. Maintenant, si quelqu'un a une certaine maladie, bactérie ou virus, et qui vient prendre des médicaments, et qui bousille son rein, et qui se retrouve, je veux dire, en insuffisance rénale, mais il va se retrouver tous les jours à l'hôpital pour faire une dialyse. Hein. Et voilà, une dialyse tous les jours, il va aller purifier son sang, parce que son sang n'est plus purifié correctement par les reins. Enfin, purifier ouais, son sang par les reins. Si son foie il est bousillé, c'est pire, parce que le foie, c'est 300 fonctions. La sur 300 fonctions, notamment toutes les synthèses chimiques des glucides, lipides et protéines, notamment. Et donc là, si son foie est bousillé, ben, je vous prie de me croire, quoi. Je crois que c'est une partie du corps qui s'en va. À la rigueur, bon, un poumon bousillé, si on a encore une bombe d'oxygène extérieur, ça va. On a un troisième poumon extérieur, ou alors une opération des poumons, pourquoi pas. Mais ça, c'est pas à n'importe quel âge qu'on fait une opération de poumon. Maintenant, un foie bousillé, c'est très embêtant. Et son sous-jacent, le pancréas, un pancréas bousillé, voilà, c'est un petit peu embêtant parce qu'il va vers la mort. Hein. Le pancréas, c'est un organe très, très délicat. Voilà, de toute façon, de toutes les façons, le foie reste un organe vital. Hein. Tout comme le cerveau, le foie, les poumons sont des organes vitaux. Voilà, de toute façon, qu'est-ce qui n'est pas vital dans le corps voilà. Autant se préserver, mais c'est vrai que les virus et les bactéries, on ne les voit pas. Donc on se bat contre un ennemi invisible. Maintenant, si on a un ennemi invisible, justement, c'est à l'homme d'avoir l'intelligence de se préserver. Quand on dit qu'il faut une quarantaine, il faut respecter ses quarantaines. Il faut respecter ses congénères. Ne pas respirer, ne pas parler proche de lui, ne pas avoir de contact avec la personne. Voilà, et s'isoler si possible. S'isoler. S'isoler si possible. Rester à distance. Ne pas aller travailler quand il... voilà, si on est contaminé. Ne pas aller voir ses proches si on est contaminé. Parce que si on est contaminé et qu'on va voir ses proches, on devient un criminel si la maladie est dangereuse. On devient un criminel. Et ça, les gens le savent. Bon. Voilà. Donc en fait, il faut attendre, être patient, que la maladie passe. Une fois on est patient et que la maladie passe, à ce moment, on peut aller voir ses proches, on peut faire tout ce que vous voulez. On peut aller faire du kayak, on peut aller faire voilà, comment on appelle ça? Aller au cinéma, bien sûr, si vous aimez bien le cinéma, allez au cinéma, faire du kayak si vous avez envie de faire du kayak, faire un barbecue dans votre jardin avec des amis ou des amis, vos connaissances ou de la famille, peu importe, vos collègues, vos amis d'école, vous avez de faire vous attendez que la maladie soit passée. Et que tous ceux qui soient présents ne soient pas malades, effectivement. D'un virus, atteint d'un virus ou d'une bactérie. Parce que les bactéries, les virus sont des maladies infectieuses. Infectieuses, avec des infections qui s'attrapent d'une personne à l'autre.
Voilà, donc quand on a des amis, si un ami qui est malade, il pense à ne pas venir le jour du barbecue. S'il est malade, on ne pense pas venir à, voilà, à la piscine. S'il est malade, il ne pense pas venir avec ses amis à un parc d'attractions. S'il est malade, il ne pense pas venir au restaurant, etc., etc., etc. Donc, aussi bien au niveau des loisirs que du travail, ou au sein des regroupements familiaux ou des regroupements amicaux, au sein de centres d'apprentissage ou de centres euh, voilà, sportifs, etc. Mais quand on est malade, on reste à la maison. On reste à la maison. On reste à la maison. Je l'ai dit 3 fois parce que beaucoup de gens ne suivent pas le simple protocole là. Ils ne suivent pas ce simple protocole là de s'isoler parce qu'ils désirent à tout prix euh, réaliser leur, euh, leur désir, c'est-à-dire vivre au jour le jour. Alors qu'ils sont malades, ils devraient plutôt s'isoler et d'avoir, bien sûr, en isolement, des autres loisirs, tels que la lecture. Il peut aller sur Internet, consulter des sites Internet, travailler, étudier en attendant. Voilà. S'il est seul à la maison, ben, il peut faire cuisiner un petit peu pour lui, pour lui seul. Il peut passer. Il y a d'autres loisirs en étant, je veux dire, à l'isolement. On peut être isolé et avoir des loisirs, comme on peut être, je veux dire, non, non isolé et avoir des loisirs. Les loisirs ne sont pas le fruit. euh, ne pas avoir de loisirs, c'est être, je veux dire, être attaché à un mur. Et là, on n'a aucun loisir. Là, je comprendrais. Là, quand on est attaché à un mur via une force extérieure, par exemple, je pense à des personnes qui viendraient mettre comment on appelle ça, on va dire des anneaux contre un mur et vous êtes attaché au mur, contre un mur par une force extérieure. Là, on comprend que vous êtes emprisonné. Là, c'est un isolement emprisonné. Là, ça n'a rien à voir. Là, vous n'allez pas avoir de loisirs parce que vous êtes emprisonné, vous n'avez pas la possibilité de. Voilà. Et là, à ce moment il vous reste plus qu'une chose, c'est. Il vous reste plus que le fantasme, vivre dans la tête. Vous vivez vos fantasmes dans la tête, puisque vous êtes attaché, vous ne savez plus rien faire, il ne reste plus que. euh, la- euh, pour pouvoir vivre, il ne reste plus que les fantasmes, puisque vous êtes attaché. Mais bon, ça arrive, ça n'arrivera pas. Je vois pas qui pourrait vous faire ça. On n'est pas en guerre, on n'est pas, je veux dire, voilà, voilà, on n'est pas en guerre pour vous faire ça. Donc à ce moment, si vous êtes isolé, vous n'êtes pas isolé et attaché. Vous êtes isolé, mais avec possibilité d'avoir des loisirs à l'isolement. C'est simplement un isolement qui vous permet qui permet de préserver vos amis, si ce sont vos amis, ou la famille, si c'est votre famille, etc., etc. Donc c'est dans, dans un but de préservation d'autrui, par altruisme. Altruisme. Parce que, à contrario, par égoïsme, la personne ne cherchera pas l'isolement parce qu'elle est malade. Elle recherchera justement le contact social. Elle sait très bien, elle est douée d'une forme d'intelligence, elle sait très bien raisonner en se disant que malgré que je vais voir mes copains, mais s'ils tombent malades, ils risquent de tomber malades. Ils savent bien qu'il y a le risque là, mais ils s'en foutent, parce qu'en fait, ce sont des égoïstes. Ces gens-là n'ont pas de vrais amis, parce que quelqu'un qui a un vrai ami, il pense à ne pas contaminer ses amis. Voilà, donc quelqu'un qui veut sortir absolument voir ses amis, c'est que quelque part, il s'en fout de ses amis. Hein, il pense qu'à son désir de rencontre très des autres, sans se soucier du mal qu'il peut faire aux autres. Et là, on a affaire à un vrai égoïste. Et dans la nature, chez les êtres humains, beaucoup de gens ne sont pas patients, ne respectent pas les protocoles d'hygiène, etc. Et beaucoup de gens sont égoïstes et vont voir leurs amis malgré que peut-être qu'ils sont malades, atteints de maladies. Donc voilà, on est dans une forme aussi de société qui fait en sorte que beaucoup de gens, on leur, on leur, on leur, on leur, on leur fait confiance, mais ils bafouent votre confiance malgré leur sourire. Ils vous sourient,
ils vous parlent bien, vous pensez que ce sont des êtres bien, et au bout du compte, la personne est contaminée, elle ne vous le dit pas, et elle est présente à moins d'un mètre de vous, elle risque de vous contaminer. Elle risque de vous contaminer. Et le risque est grand parce que c'est on va dire, c'est toute une source sûre. La personne est contaminée, c'est une source sûre. Voilà, donc elle est venue vous voir avec un sourire, en pensant bien faire. Non, elle sait très bien qu'elle fait mal. Parce qu'elle n'a pas à venir chez vous. Si elle sait bien qu'elle est malade, elle reste à la maison en isolement. Voilà. Et je pense à toutes les maladies bactériennes ou de type virus. Hein, je veux dire, voilà, beaucoup de gens se savent malades, mais vont quand même voir leurs proches ou par inconscience, ou sont-ils vraiment inconscients? Le font-ils par désir tout simplement de ne pas être isolés et de vouloir absolument avoir un contact social, et de par ce contact social, ils désirent avoir leur propre désir en ne pensant pas que l'autre peut tomber malade. Elle ne pense pas à ça. Elle pense d'abord à son désir de contact. Mais elle ne pense pas que l'autre a un risque de tomber malade, et si elle risque de tomber malade, peut mourir. Donc ça c'est, on va dire, de l'égoïsme pur. C'est penser à son propre désir d'avoir des contacts, de parler avec des autres personnes et de rigoler, etc. Mais elle ne pense pas que l'autre personne peut subir des dommages collatéraux de son contact que la personne désire. Voilà, et beaucoup de maladies sont comme ça. Hein. Beaucoup de gens transmettent, par exemple, le sida à d'autres personnes, sachant qu'ils sont contaminés. Beaucoup de gens contaminent par des maladies, voilà, par manque d'hygiène, et contaminent d'autres personnes. Alors, je dirais la première des choses à faire, c'est l'hygiène. Le but comment on appelle ça, la première chose à faire, c'est d'avoir une hygiène stricte et absolue. Une fois qu'on a déjà une hygiène stricte et absolue, ben, je veux dire, et qu'on se soucie des autres, qu'on respecte les autres, qu'on respecte les règles élémentaires d'hygiène, euh, eh bien là, je veux dire, si tout le monde se respecte, ben, quelqu'un qui est malade, il va à l'isolement, voilà. S'il y a plusieurs malades, ben, on s'isole tous, ou on se met à distance. Hein. On se met à distance. Quand je dis on s'isole, c'est pas seulement s'enfermer, hein. Ça peut être aussi garder des distances. 2 mètres, 3 mètres, la personne de se protéger pour éviter si elle se met à 2 mètres, 3 mètres. Mais il y a beaucoup de maladies, hein, il y a des maladies très graves. On pense à Ebola, on pense à voilà, de nombreux virus qui sont très graves. Et voilà, il vaut mieux pas rester en contact direct avec les personnes parce que sinon c'est une source de contamination. Seuls les médecins ont la faculté de soigner ces gens-là qui sont atteints de bactéries ou de virus. Mais les médecins savent ce qu'il faut faire dans ces cas-là pour se protéger. Mais malgré qu'ils savent ce qu'il faut faire pour se protéger, malgré tout, beaucoup de personnes, médecins, oublient bon, que leur GSM est contaminé, ils finissent par prendre leur GSM et ils se contaminent eux-mêmes, ils finissent par tomber contaminés. Voilà, mais les médecins, ce sont les soldats, les médecins, les infirmiers, les infirmières, etc. Bon, on les salue au passage, parce que ce sont les soldats qui répondent toujours présents, même malgré la logistique des hôpitaux, répondent toujours présents quand il y a un souci, bien sûr, d'une maladie quelconque, et en particulier une maladie bactérienne et maladie par virus. Alors, il existe aussi des alcools antibactériens, mais il existe aussi des alcools virucides. Hein. Bon, pas confondre. Il y a des alcools pour l'hygiène des mains, ils sont antibactériens. Alors qu'il y a des alcools qui sont virucides et antibactériens. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous dire que bon, il faut rendre aussi un hommage à tout les personnels, tout le personnel soignant, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, toutes les personnes qui s'occupent des structures hospitalières, toutes les personnes qui s'occupent de la gestion des hôpitaux, toutes les personnes qui sont, je veux dire, derrière
les patients, quels qu'ils soient, quelle que soit la maladie. Je veux dire, les hommes du... les hommes, bien sûr, les hommes, quand je dis les hommes, c'est les hommes et les femmes, les hommes et les femmes qui sont en première ligne contre la maladie sont les personnels soignants, notamment les médecins, les chirurgiens, les infirmiers, les infirmières, les personnels soignants, etc., etc. Je leur dédie, je veux dire, un chapeau bas pour ces personnes qui sont tous les jours présentes à leur travail pour, on va dire, soigner le mal des gens. Et ils répondent toujours présents. Et c'est eux qui subissent quand même, ils subissent beaucoup de choses. Parce que c'est du travail, c'est du travail très lourd, ardu, difficile, stressant, etc., etc. Et ils font face tous les jours à, à ce monde qui se présente à eux, le monde des malades. Eux, leur monde, ils n'ont qu'une seule obsession, c'est de guérir. Quelle que soit la personne qu'ils ont en face d'eux, une personne bien ou mauvaise, ils n'ont qu'une chose à faire. Ils pensent qu'à une chose, c'est de guérir les personnes qui sont malades. C'est pour ça que je vais leur dédier un chapeau bas, parce que les besoins des personnes, quand elles tombent malades, la première chose qu'elles entrevoient, c'est d'aller voir un médecin. Donc aujourd'hui, je veux dire, chapeau bas pour les médecins et les chirurgiens et tous les personnels soignants, les infirmières et les infirmières. Parce que si maintenant la personne n'est pas a su s'en sortir, elle peut remercier. La première des choses, c'est de remercier son médecin. Et les remerciements, on en a de moins en moins à l'heure actuelle, vu l'égoïsme des personnes qui pensent qu'à être guéries et puis s'en tirer d'affaire en oubliant, je veux dire, les personnes qui se sont occupées de leurs soins. Donc je dirais chapeau bas à tous ces personnels soignants que sont les médecins, les chirurgiens et tout, bien sûr les responsables d'hôpitaux qui s'occupent des logistiques d'hôpitaux, etc., etc. Donc c'est pour ça que je dirais en finalité, pour terminer ceci, c'est de dire que bon, il devrait y avoir de nombreux médecins, plus de médecins, je veux dire, à l'avenir, pour justement, et bien sûr les médecins méritent de vivre décemment, c'est normal, médecins, que ce soit les médecins, chirurgiens, aides-soignants, ou peu importe, toutes les personnes bien sûr, il y a des hiérarchies à respecter. Un médecin a fait des années d'études, donc il faut respecter voilà, son statut, et donc mérite un salaire adéquat. Mais il en faudrait plus. Il en faudrait plus parce que je veux dire, il ne faut pas les arrêter dans les études. Les études de médecine doivent ne pas être en soi un frein. Un frein aux étudiants qui veulent devenir médecins. Ça ne doit pas être un frein. Les études de médecine doivent être ouvertes à bon nombre de personnes et que ces personnes-là, on leur souhaite le plein succès et qu'ils deviennent médecins par la force des choses, non pas par les études, parce qu'on n'est pas médecin en sortant de cette année d'études, mais on devient médecin avec l'expérience sur le terrain. C'est la médecine sur le terrain qui permet de dire qu'un médecin est médecin. Ainsi là, un médecin de 5 ans d'expérience n'est pas un médecin de 12 ans d'expérience, ou de 20 ans d'expérience, ou de 30 ans d'expérience. Un médecin n'est pas l'autre. Un médecin n'est pas l'autre. Ils ont chacun leur... et qu'est-ce qui va forger l'expérience? C'est le monde qu'il va découvrir en sortant de ses études. Les études ne sont que, je veux dire, on va dire, voilà, des acquis. Insuffisants. Insuffisants pour se prétendre médecin. La médecine, bien qu'on ait un titre papier qui indique qu'on est médecin, enfin, que la personne est sortie médecin, eh bien, c'est l'expérience qui fera qu'il deviendra un vrai médecin. Il va peaufiner vers... il va monter les escaliers, les échelons, pour aller vers la performance et on va dire, le sommet de la médecine. Il va montrer des échelons pour devenir le médecin et atteindre une certaine perfection
de médecine, il va monter les échelons. Et chaque jour, il verra des cas de figure où il apprendra des choses. Des choses, parce que la médecine, c'est vaste. Hein. Voilà. Donc, moi, je dirais que les études de médecine ne doivent pas être un frein. Voilà. J'espère même de tout cœur que s'il manque de médecins, mais que ceux qui sont en 5e année de médecine, qu'on leur donne déjà un diplôme et peut-être qu'on les obligerait à faire 2 années de formation supplémentaire. Mais ils sortiraient médecin après 5 ans. Avec une formation, ils pourraient commencer d'être médecin après 5 ans. Comme ça, ils seraient en contact avec le monde de la médecine. Et 2 ans de formation supplémentaire qu'ils seraient obligés de faire en plus. Voilà, on peut trouver voilà, des samedis où ils peuvent aller au cours 4 heures le samedi et apprendre des choses en formation ou des cours qui seraient moins stressantes que les études où là on attend de l'étudiant, je veux dire, on attend de l'étudiant certaines choses. Donc voilà, donc ici je fais un chapeau bas pour tous les personnels soignants de tous les hôpitaux du monde, parce qu'ils sont en première vue vis-à-vis du combat des maladies. Combat des maladies, quelles qu'ils soient. Et quand je dis maladie, il n'y a pas que les maladies. Hein. Bon, vous savez bien que les hôpitaux, il y en a qui arrivent accidentés. Bon, un accident, c'est pas une maladie. Hein. On a un écorché, on a un fracturé, on a. Voilà, ça, c'est pas une maladie due à un virus ou une bactérie. C'est pas une lésion d'un organe ou quelque chose comme ça, ou d'un cancer, peu importe. Voilà, un accident, c'est un accident, c'est autre chose. Hein. C'est un fait divers, je veux dire, à un moment donné, qui a lieu à un moment donné, qui crée voilà, des lésions à un moment donné. Voilà. C'est ça, un accident. Par contre, là, bon, les médecins, ils sont là pour des gens qui ont eu des lésions, mais aussi des gens qui ont eu des maladies. Voilà, donc en fait, ils sont en première vue dans le combat. En fait, ce sont des soldats. Il faut les prendre en tant que tels. Ce sont des vrais soldats, des soldats quotidiens qui font la guerre tous les jours contre la guerre contre le jour, contre ce qui va à l'encontre de la santé des gens, ce qui va à l'encontre de la santé des plaignants. Parce que voilà, ce qui va à l'encontre de la santé des plaignants. Le plaignant va se plaindre, c'est le médecin, mais le médecin va essayer de répondre aux besoins du patient de telle manière à ce qu'il y ait satisfaction du patient, mais il rendra satisfaction au mieux qu'il peut. C'est pas un magicien. Le médecin n'est pas un magicien. C'est pas, je veux dire, un sorcier. Il arrive à faire abracadabra, comme il dit, ça y est, la personne est guérie. Ça va pas comme ça. Ça va pas comme ça. Bon, il aura, par l'observation et les études qu'il a faites et par l'expérience, ben, il saura, je veux dire, tirer des diagnostics et bien sûr faire, il pourra, je veux dire, proposer des solutions médicamenteuses ou non, parce qu'il n'y a pas forcément que la solution médicamenteuse. Il y a différentes voies de branches de la médecine, hein, de la médecine qui il va proposer un kiné, il va proposer un infirmier ou une infirmière, une kinésithérapeute ou un kinésithérapeute, il va proposer des solutions pour essayer de satisfaire au mieux. Si la personne n'est pas satisfaite, elle peut encore aller voir une autre personne. Et voilà, il pourra aller revoir le médecin, lui proposer des nouveaux médicaments, rechanger certains médicaments, ou aller voir d'autres personnes que le kiné. Ben voilà, il y a toute une panoplie de solutions que le médecin peut, peut, peut aider. Il est dans une aide, le médecin il est dans une aide. Mais maintenant, un médecin doit travailler, je veux dire, c'est bien de travailler, mais pas trop non plus, parce que bon, que ce soit pour les infirmières ou les infirmières ou médecins, trop exploiter le médecin ou l'infirmier, ben, bien sûr, à un moment donné, bon, je veux dire, ce sont des êtres humains, mais ils vont subir aussi
la charge de travail. La charge de travail, ça reste un être humain. Si on le charge de travail constamment, ben, je veux dire, il risque de faire aussi un burn-out. Hein. Ça, c'est d'office. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait plus de médecins qui sortent des universités et qui deviennent médecins. Comme ça, on a plus de médecins et qui gardent leur salaire ou on les augmente, peu importe. Mais surtout, que qui en ait pour tout, qu'il y en ait plus et que les gens, les médecins ne soient pas chargés ou saturés de travail par l'entrefait que de nombreuses personnes sont malades, surtout dans les cas d'épidémie. Bon, il y a une démultiplication des malades et ils se sentent saturés. Voilà. Voilà, je vous remercie.